dehors de la maniaco-dépressive. Hein. Hein, par exemple, je sais pas, oui, les schizophrènes qui peuvent passer des périodes de dysthymie, périodes de dépression, mais et qui peuvent être même suicidaires, mais qui sont, et puis des moments où il ne l'est pas. Donc il peut osciller entre ces deux états-là. Et nous avons une bipolarité là aussi, où le sujet qui est persécuté, il peut être persécuté, espionné, etc., nanana, mais il peut aussi inverser et devenir persécuteur. Et donc il peut osciller entre les deux. Les moments où il est persécuté et les moments où il est persécuteur. D'accord. Mais justement, nous, on s'intéresse surtout à l'aspect de toutes ces bipolarités dans le milieu professionnel. Et donc, comment tout ça, ça se traduit? Ouais. Ben, pour les milieux professionnels, il faut savoir que si vous parlez de la bipolarité maniaco-dépressive, on parle de ça en général pour dire la bipolarité, il faut savoir que le problème donc du maniaco-dépressif est à avoir avec, à mon avis, hein, avec des choses qui ne s'inscrivent pas au niveau affectif, émotionnel pour lui, dans des événements cruciaux de sa vie, des événements forts. Alors par exemple, et quand il y a une perte, la perte, c'est l'un événement de perte, l'un événement de rupture est un exemple superbe de la vie normale, hein, pour voir si à un moment donné, on peut dégager cette expérience de façon émotionnelle et affective. En général, on l'a, et ça nous fait souffrir. Mais c'est nécessaire. Et si ça ne fait pas souffrir, c'est pire encore. Soit parce qu'on se défend, on dit non, mais ça n'est pas arrivé. Et là, c'est qu'on nie la perte, et on est dans le deuil pathologique, par exemple. Mais il y a des cas où on n'a même pas besoin de nier la perte, c'est qu'on voit bien que tel objet qu'on aimait, l'objet d'amour, est perdu, il n'est pas là, mais ça ne fait rien. Et c'est cette valeur vide de l'affect qui est très problématique. Et parce que, en fait, le sujet maniaco-dépressif, il serait comme ça, pourquoi? Parce que dès sa naissance, même avant, la naissance, c'est une catastrophe pour lui. C'est l'événement le plus catastrophique du monde. Le fait de venir au monde. Ce n'est pas un événement heureux. Oui, personne ne s'en souvient, donc c'est pas heureux peut-être pour la personne qui naît, mais pour les parents. Pour les parents, mais même pour lui, puisqu'il a des traces. Voilà, en fait, il y a disons que vous pouvez considérer qu'il y a, et c'est intéressant que vous parliez des mémoires, hein, parce qu'on peut imaginer la mémoire de trois façons. Une mémoire qui est interrograde, qui est juste derrière nous là. Qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière? Vous vous souvenez? Hier, avant-hier. Vous avez eu cours de telle matière. Bon, là, c'est les vacances. Mais il y a 3 semaines ou il y a 15 jours, un lundi ou un mardi, vous vous souvenez, avec tel prof, vous avez rencontré telle ou telle personne, vous avez discuté dans les couloirs, vous avez rigolé ou pas. Vous vous souvenez, ça, c'est la mémoire interrograde. Juste la mémoire, il n'y a pas longtemps. D'accord. Ouais. Par exemple, comment ça se sont passés les attentats à Paris l'année dernière, on s'en souvient. C'était juste la mémoire d'avant. Mais il y a une mémoire rétrograde, qui est la mémoire depuis tout petit, depuis notre enfance, depuis notre adolescence, etc., etc., etc. Et parfois, bon, on peut avoir les deux, mais on a tendance à oublier la rétrograde. Sauf que de temps en temps, elle verrait bien. Quand on va voir les albums photos, dès quand on était enfant, si on a fait tel ou tel événement, qu'on a participé dans un championnat, il y en avait 12 ans, il y en a été champion. Et donc on s'en souvient après. Mais là, on l'a oublié. Parce que pour aller au cours, pour apprendre, pour aller bosser, il faut oublier ces choses-là. On ne peut pas penser à ça tout le temps. Mais il y a une troisième mémoire, qui est une mémoire affective inconsciente, qui est une sorte de film qui s'est fait comme ça tout le long de notre vie, et qui rattrape les choses affectives. Et ça s'inscrit, ou ça ne s'inscrit pas. Et ça s'inscrit. Et ça s'inscrit
Et ça ne fait pas grand-chose tant qu'on n'a pas une perte, tant que ça ne vient pas faire une discontinuité, tant qu'il n'y a pas un élément choquant, tant qu'il n'y a pas un élément traumatique. Et les réactions face à tout ça, quelles sont-elles justement par rapport même à la famille, les malades eux-mêmes, et aussi du coup, comme on parle du travail, des patrons. Oui, mais on va venir sur la question du travail. Hein. Oui, parce que vous m'avez posé la question du travail, je ne vous ai pas encore répondu. Oui, c'est ça. Mais donc, en fait, tous ces trucs qui s'inscrivent, on n'a pas besoin de leur donner une valeur, une signification spéciale. Ça ne vient que lorsque il y a une perte importante. Par exemple, dans un roman, je pense que c'est 100 ans de solitude, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Garcia Marquez, qui avait été un Nobel, un écrivain colombien. Et 100 ans de solitude, et il y a le fait que dans un petit village, c'est une fiction, dans un petit village, les gens ne se souviennent pas des mots, de coller les mots aux choses. Chaise, qui est l'objet chaise, table, qui est l'objet d'une table, etc. Parce que, en fait, au fond, ils n'ont pas de cimetière. Pourquoi? Parce que personne n'est morte. Et tant que personne n'est morte, ils n'ont pas de mémoire. Ils ne se souviennent pas des noms des choses. D'accord? Oui, je vois. Voilà. Et donc, on vit des choses, mais il faut qu'il y ait à un moment donné des pertes. Bon, des pertes, il y en a tout le temps. Déjà, le sein maternel, ça peut être une perte, ou son équivalent, pour le petit enfant. Et l'arrivée des dents, il faut changer des nourritures, il faut manger solide après. Il y a tout un tas de choses que l'enfant va perdre. Même quand il acquiert quelque chose, il perd l'étape précédente. Et à ces moments-là, il va pouvoir donner un sens et une signification à sa vie, à partir des valeurs affectives. Pareil donc, quand on perd quelqu'un, dans l'amour par exemple, à ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un processus de travail de deuil qui doit se faire. Si c'est fait de la bonne façon, c'est cette mémoire affective qui est stimulée et qui ressort. Et là, on commence à se souvenir de toutes les choses qu'on a vécues avec la personne, que c'était sympa, parfois c'était pas sympa, mais c'était quand même intéressant. On a vécu des choses avec elle, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, à ces moments-là, petit à petit, on va devoir décoller par le moment de la tristesse, qui est très importante, et qui n'est pas du tout pathologique, à mon avis, et de faire que non seulement la charge affective soit décollée de ces représentants, de ces souvenirs-là, mais en même temps que la charge affective puisse diminuer, et un peu pour qu'elle puisse se diriger vers un autre objet, vers une autre situation. Et donc à ces moments-là, on voit que le deuil, c'est un processus, une chose qui est arrivée, alors que le désir est quelque chose qui va vers un événement qui peut arriver, qui va arriver. Le deuil, c'est quelque chose qui vient après qu'un événement de perte est arrivé, et le désir qui va naître après avoir rencontré quelqu'un. C'est ça va vers un événement futur. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans ces tripes-là, mais rien du tout. Parce qu'ils connaissent qu'il y a quelque chose qui est, c'est-à-dire intellectuellement, ils voient, et ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas bêtes, ils voient que c'est, on reconnaît bien que c'est pas une question de négation, que j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de savoir que j'ai eu une perte. On peut à un moment donné nier ça. Pendant un court moment, on peut nier la perte. On dit mais non, ça n'est pas arrivé. Parce qu'on se défend de la souffrance. Mais il y a des sujets qui n'ont pas besoin de se défendre, ils reconnaissent, mais ça ne leur fait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu, lors de ces moments d'inscription de la mémoire affective, c'est un peu comme si les choses qu'il avait vécues avaient été vécues de façon vide. Parce que l'affect doit venir de l'autre aussi, l'amour. Et supposons que cet amour n'ait pas eu lieu.
Supposons que ça a été un peu comme Jean-Baptiste Grenouille, du parfum. Vous voyez? Vous avez vu le film? Vous avez lu le livre? Non, d'accord, le parfum. Bon, c'est un garçon qui après va tuer des jeunes femmes pour leur enlever le parfum qu'elles ont dans leur peau. D'accord. Et faire des parfums qui vont être vendus. Mais en fait, il commence à faire ça parce que, et donc il va devenir un tueur en série, etc. Mais en fait, c'est parce qu'il est, dès sa naissance, sa maman ne l'aimait pas. Oui. Et elle voulait Il y a le pas mal tuer. d'histoires comme ça, justement. Oui, c'est ça, elle voulait le tuer, c'était une poubelle pour elle, ses bébés. Et elle a voulu qu'il meure, mais il s'est débrouillé, on ne sait pas comment, on l'a pris, etc. Et puis, il a grandi, il a survécu. Mais disons que ces choses affectives ne se sont pas inscrites chez lui. Et donc, pour le film, pour l'histoire, le film, le roman qui est magnifique, tout ça s'incarne dans le fait d'une somatisation qui est le fait d'avoir de l'anosmie. Il ne se sent pas lui-même. Il n'a pas d'odeur. Il ne se sent pas lui-même. Oui. Alors qu'il peut sentir les autres des très loin. Ça, c'est juste une histoire, oui, une fiction. Mais voilà. Mais donc, en fait, ces personnes-là, c'est un peu comme si elles vivaient des choses cruciales à leur vie, mais sans qu'il y ait des inscriptions affectives fortes. Ce sont des vides, en fait. Ce sont comme des trous, des espaces vides. Et donc, quand il y a une perte, il y a un risque pour que ces espaces vides viennent se réactiver. Et là, c'est compliqué. Là, c'est dangereux. Là, c'est risqué. Ouais. Là, c'est risqué. Et donc, il faut petit à petit leur revenir à reconnecter avec leur histoire de vie. Comme il y a un autre film aussi, des Amour et Amnésie, qui est un film très simple américain, mais sans prétention, mais très intéressant. En anglais, c'est 50 First Days. 50 premiers dates. Parce qu'en fait, la fille, elle a, bon, ça c'est aussi une fiction, elle a un traumatisme crânien par un accident de voiture. Elle venait de rencontrer un copain, elle est tombée amoureuse, c'était son anniversaire, et paf, il y a un accident. Qu'est-ce qui se passe après l'accident? Elle oublie tout ce qui s'est passé. Et donc le lendemain, c'est à nouveau son anniversaire, elle va rencontrer... Ah oui, je le connais. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, pour revenir à la question de base, oui. Justement, comment ça se traduit la bipolarité dans le travail? Je vais y arriver. D'accord. Et donc, imaginons que ces films-là, ce soit à l'opposé, qu'au lieu d'avoir rencontré un garçon, puisque, en fait, le garçon, il va faire tout avec le père de la fille pour qu'elle revive la même histoire, et tombe amoureuse, et puis le soir, et le lendemain, elle a tout oublié à nouveau. Mais imaginons qu'au lieu de l'avoir rencontré, elle est perdue, en fait. Elle est perdue de ce garçon, etc. Et donc le lendemain, elle aurait oublié qu'elle a perdu. Elle ne ressent rien. Pas des sentiments de perte, rien. Et donc il faudrait qu'on recommence tout pour le perdre à nouveau. Et puis les surlendemains, elle l'aurait oublié. Ben voilà, ces sujets-là, ils sont un peu comme ça. En fait, la question pour le travail, notamment pour les maniaco-dépressifs, ça dépend de quoi. Si on est trop dans une phase mélancolique, c'est très difficile de travailler. Mais trop difficile, d'autant plus si c'est collé avec de l'angoisse. Une angoisse des morts trop importante, et qui n'est pas une angoisse des pertes des objets de valeur, qu'on appelle une angoisse des castrations. C'est-à-dire des pertes de l'argent, ou des pertes des biens, ou quelqu'un qu'on aime, etc. Ou perdre son travail, je ne sais pas quoi. Non, c'est une angoisse en lien avec la mort. Bon. Et donc, en fait, dans les états trop dépressifs et anxio-dépressifs, c'est difficile, notamment parce qu'il y a tout un discours négatif, des délires de culpabilité contre le sujet lui-même, des délires d'indignité, des délires de ruine.
Non pas que le sujet ait peur d'être ruiné. Non, il a déjà